Chers auditeurs, c'est bien la RTNT, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, fondateur de la fondation Fomenic. Donc, avec cet expert, ces spécialistes en économie, ces penseurs indépendants, nous allons analyser la situation économico-financière, économico-politico-financière de la République démocratique du Congo, en ce moment où nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année avec tant de promesses, mais la vie devient toujours dure. Bonjour, professeur Nico Meyonga. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, professeur, vous êtes un analyste, vous êtes un économiste, vous êtes un finaliste, vous êtes un financier. Quand nous suivons tout le débat sur le budget, nous avons que notre gouvernement fait un budget dont les principes ont été dictés ailleurs, un gouvernement qui fait un budget de copier-coller. Est-ce que le Congo, le monde entier, le monde civilisé a un modèle de budget? Merci pour la parole. Avant de répondre à votre question, je voulais quand même fixer l'opinion par rapport à ce qu'est le budget. Le budget, c'est un document de programmation des intentions du gouvernement et du pouvoir en place pour réaliser ce qu'il a promis dans son programme politique. Et donc, le budget, pour faire simple, c'est un tableau prévisionnel des recettes à mobiliser et des dépenses à effectuer. Est-ce qu'il y a un modèle approprié, universel du budget? Non, tous les budgets obéissent à ça, mais à la seule différence que chez nous ici, le budget est toujours voté en équilibre. C'est-à-dire, il y a une sorte d'équilibre budgétaire. C'est-à-dire, les recettes à mobiliser doivent égaler les dépenses. Maintenant, les problèmes se posent, c'est au niveau de la conception du budget. Il y a deux approches pour élaborer le budget. L'approche à laquelle je me reconnais, c'est cette approche qui parle du fait qu'on part de la base du sommet. C'est-à-dire, on essaie de répertorier les besoins de la population, exprimés de la base au sommet, et on recherche les moyens pour rencontrer ces besoins. Mais chez nous ici, généralement, ce n'est pas ça. L'approche est différente. On met en place une commission budgétaire qui essaie de réfléchir, qui essaie de dire que non, voilà, cette année, nous allons mobiliser autant, comme le budget qu'on est en discussion au Parlement, que nous allons mobiliser 18 milliards de dollars. Et on cherche maintenant quelles sont les sources, les affectations qu'on pourra opérer pour rencontrer, pour améliorer la situation de la population. Et là, donc, c'est un budget qui, généralement, n'a pas assez d'ambition. Parce qu'on fixe d'abord des montants. Et puis, on affecte sans tenir compte des besoins réellement exprimés par la population. C'est le gouvernement lui-même qui considère que non, je dois construire des routes, je dois faire ceci, je dois faire cela. Alors que ça devrait être d'abord une étude préalable où la population exprime ses besoins et puis nous cherchons des moyens pour les rencontrer. Ça, c'est une chose. Et un autre élément aussi, jusqu'ici, nous continuons malgré que la loi des finances publiques qui recommande au gouvernement de mettre sur pied un budget programme, c'est-à-dire c'est un budget axé sur les résultats, c'est un budget où chaque ministère, de manière presque autonome, nous dit clairement quelles sont les performances qu'il compte réaliser par rapport au crédit du RP. Mais ici, nous continuons toujours avec des budgets, des moyens, c'est-à-dire des moyens mobilisés et des dépenses à réaliser. Alors, quand on parle de la cohérence budgétaire, cela signifie quoi? Cohérence budgétaire, c'est-à-dire qu'il serait d'abord un budget qui reflète réellement la réalité. Parce que dans notre pays, la plupart des budgets qui sont votés ne tiennent pas toujours compte de la réalité en présence. C'est vrai qu'il y a des éléments sur lesquels on se fonde pour élaborer un budget. Et quelques agrégats macroéconomiques, on va se dire, voilà, quel est le PIB. Le PIB.
c'est-à-dire le produit intérieur brut, quelle est la pression fiscale, et l'inflation en termes de projection sera de combien, et par rapport au programme que nous avons communiqué à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement soit investi, qu'est-ce que nous promettons, qu'est-ce que nous comptons faire. C'est sur base de tous ces éléments-là. Et peut-être qu'il y a des réformes qui ont été menées pour l'élargissement budgétaire, c'est-à-dire l'élargissement de l'assiette fiscale, qui nous permettent de mobiliser suffisamment de moyens, et en tenant compte aussi des défis, nous sommes un pays en guerre, qu'est-ce qu'il faut pour terminer la guerre, nous sommes des défis sociétaux comme le défi de la pauvreté, le défi du chômage, tous ces éléments réunis, et c'est pas de tous ces éléments qu'on peut élaborer. Maintenant, pour qu'il y ait cohérence, il faut que ce budget-là tienne compte des besoins exprimés, tienne compte de tous ces éléments-là pour que le budget soit élaboré. Mais si on fait comme c'est le cas souvent, on fait la reproduction de ce qui a été fait l'année passée, mais qui a montré ses limites, on les reproduit espérant obtenir des résultats différents. C'est là où la cohérence a pris son sens. Oui, là, la cohérence a pris son sens. Alors, professeur Oméonga, nous savons qu'on arrive à la fin de l'année, mais à chaque début d'année, les enseignants réclament, il y a toujours grève. Et cette fois, ils ont dit, il faut qu'on nous paye $500. Le gouvernement leur dit, on fera ça en 2025. Et pourtant, ils ont déjà élaboré leur budget où l'enseignant n'a même pas $100. Donc là, c'est quoi? En fait, on fait des promesses, on parle en tant que politique, ou bien il s'agit vraiment de gérer la République. C'est ça l'incohérence dont on parlait tantôt. C'est-à-dire, parce que le budget, non seulement c'est un instrument, le budget a plusieurs aspects. Il a l'aspect juridique, parce que rien ne peut se faire sans l'autorisation de la population au travers du Parlement. Donc c'est ainsi qu'une fois que le budget est voté, il s'appelle la loi des finances. Donc il a un fondement juridique. Le budget aussi a un caractère financier. C'est-à-dire parce que quand on répertorie les recettes à mobiliser, les dépenses à finances, le budget aussi a un caractère social. Social, pourquoi? Parce que dans les programmes politiques, on a dit qu'on va réduire la pauvreté, on va créer des emplois, et on va mener des recherches dans tel ou tel domaine. Et le budget aussi a un caractère économique parce que nous avons un déficit infrastructurel énorme. Donc, c'est par le budget qu'on peut arriver à réparer les routes, à créer des routes, à faire la rocade comme on dit, et tout ça, c'est au travers du budget. Et il n'y a pas, c'est l'instrument efficace de gestion de l'État. Donc, si le budget qui est mis en place ne reflète pas réellement la réalité, ne tient pas compte des impératifs et même de la situation économique du pays et sociale, donc ce budget-là n'est que quelque chose qui relève un peu de la propagande, mais qui ne tient pas compte. Parce que pourquoi devons-nous, ça fait maintenant 3 décennies, où chaque fois à la rentrée scolaire, il y a toujours des problèmes. Donc, l'État, le gouvernement a comme responsabilité de résoudre des problèmes. Comment ces problèmes peuvent durer 30 ans sans qu'il y ait des moyens de solution? Alors que, moi, comme on est en démocratie, quand on n'arrive pas à résoudre les problèmes sociaux, je crois que la moindre chose, c'est passer les relais. D'abord, rendre établi et donner la possibilité à ceux qui ont l'ambition et puis la vocation et les moyens pour les résoudre. Sinon, c'est ridicule, c'est ridicule. Donc, c'est ridicule, professeur Oméonga. Nous passons d'un budget de 1 milliard à un budget de 18 milliards, mais les problèmes sociaux, comme vous avez dit, ça fait 20 ans, ne sont pas toujours résolus. Et on va au Parlement, on débat ce budget, tout le monde dit que son coin n'est pas pris en compte, les recettes, on ne sait pas comment on les répartit. En fait, quand le gouvernement se réunit avant de venir déposer son budget à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'est pas conscient de ces limites? Il voit bien que enseignants, effectifs prévus, 700 enseignants, 700 000, montant prévu, $100. Et après, vous venez dire, on va faire. Cette incohérence-là, en fait, est-ce que c'est une manière de dire, comme vous avez dit, c'est un budget de propagande, ou bien on va seulement charger le Parlement pour que le Parlement refasse les retouches, alors que le gouvernement aurait pu dégager des pistes nécessaires pour que ces débats-là ne prennent pas plusieurs mois au Parlement? Parce que si tout ça est clair,
les dépenses sont bien affectées, la répartition est déjà là, l'équilibre est là, les besoins de tout le monde est pris en compte, on n'aura pas à faire 3 mois au Parlement pourquoi on débat du budget. Ça devait être assez facile parce que tout le monde est conscient au même niveau, on peut dire en quelque sorte. Oui, vous avez raison. Je crois que les deux institutions, il y a établi une responsabilité à deux niveaux. La responsabilité au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, parce que c'est bien, on dit que le budget, c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire, mais c'est lui qui fait les projets de loi de finances. C'est l'exécutif. Et l'exécutif, c'est lui qui élabore. Et ce budget-là, avant d'être présenté au Parlement, il est d'abord discuté en Conseil des ministres et adopté. Et nous savons que la population, les peuples congolais met suffisamment de moyens au gouvernement pour permettre à chaque ministre de comprendre, d'appréhender tous les besoins et toutes les réalités de manière à proposer des solutions idoines. Donc, à mon sens, même s'il y aura, parce que il n'y aura pas de changement notable au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement qui a tous les moyens qui permet de comprendre qu'est-ce qu'il faut pour résoudre les problèmes. Mais si déjà au niveau du gouvernement, on fait la même chose, mais je note que cette fois-ci, ce qu'on a toujours déploré, on a fait avec plusieurs fois des émissions ici, que la caractéristique des budgets précédents, c'est qu'on mettait beaucoup plus de moyens en termes de dépenses, c'était plus de dépenses politiques qui prenaient le dessus sur les dépenses d'investissement. Mais aujourd'hui, de manière théorique, sur papier, je note que cette fois-ci, on a essayé d'améliorer, de dire que non, il y aura au moins 40% du budget qui sera orienté dans le secteur productif d'investissement. Et que le reste, une partie, ce sera les dépenses sociales et les dépenses politiques. Là, c'est papier. Mais le problème, c'est que quand on va commencer à exécuter le budget, est-ce qu'on va respecter ce qui a été clairement exprimé et dit auto-parlant? C'est à ce niveau-là que ça pose problème. Et vous remarquerez que lors de l'exécution, il y aura des dépassements budgétaires dans le secteur purement politique et le secteur social, parce que nous parlons aussi de comment réduire la précarité dont souffre dont est victime la population. Vous verrez que les crédits qui seront alloués dans le secteur social ne pourraient toujours pas être consommés. Pourquoi? Parce que les gros des moyens vont encore être orientés aux dépenses politiques, aux institutions politiques, alors qu'à longueur de journée, on n'aura pas les oreilles qu'il faut qu'il y ait réduction des trains de toutes les institutions politiques. Oui, mais prof, on va continuer à le dire. On l'a dit hier, on l'a dit aujourd'hui, on le dira encore demain. Mais qui va donner pour nous ces déclics pour que ce budget tant vanté reflète réellement l'image d'une république en problème, reflète exactement les préoccupations de la population? Il faut, personne d'autre, j'ai toujours dit, on se me répéter, il faut un État stratège. Un État stratège doit être animé par des gens qui, non seulement ils ont l'ambition de faire changer les choses, mais qui développent des moyens pour les faire changer. Mais tant qu'il n'y aura pas de droit des emplois, parce que qu'est-ce qui ruine notre économie? Qu'est-ce qui affaiblit notre État? C'est la corruption. On ne le dira pas assez. Mon collègue Rousseau Lubambi, il y a presque 10 ans, qu'il y a au moins 15 milliards de dollars qui sont volatilisés, qui servent au service de la corruption. Mais qui peut endiguer ces cancers? C'est les gouvernants. Ne demandez pas au peuple, parce que le peuple a confié, entre guillemets, son pouvoir entre les mains des personnes qui se trouvent au gouvernement, qui doivent faire changer les choses. Si nous sommes à ce niveau-là, c'est parce que les gens qui sont censés nous diriger sont incapables. Soit qu'ils sont ignorants, soit qu'ils sont incapables, ou alors, dans tous les cas, ils n'ont pas l'ambition, la volonté de faire changer les choses. Oui, professeur, on va parler de cette incohérence en termes d'ambition et de volonté, mais de toutes les façons, on constate depuis un certain temps que ce budget va croissant
Avec Mobutu, nous étions même pas à 2 milliards. Les pays étaient sécurisés. On sentait que la paix était régulière, malgré qu'il y avait des plaintes, les gens étaient mal payés, mais il y avait quand même la régularité. Les structures semblaient aller quand même, semblaient être en place et les Congo étaient forts et unis. Avec Laurent Désiré Kabila, avec moins de 2 milliards, on payait aux militaires à ce moment-là 1 100 $. Et aujourd'hui, nous sommes à 18 milliards, les militaires n'ont même pas 100 $. Les enseignants, presque c'est toute la société qui est en déliquescence. Donc plus les budgets augmentent, plus les problèmes sont non résolus. Comment justifier cette inadéquation sur le plan théorique et sur le plan pratique? Non, c'est ce que quelqu'un dit, c'est ce qu'on appelle antivalaire. Quand l'idéal que nous professons, quand il y a un fossé qui devient très grand entre l'idéal que nous professons et la réalité que nous vivons, c'est ce qu'on appelle antivalaire. En d'autres termes, si nous en sommes à ce niveau-là, c'est parce que nous sommes l'un des rares pays où les gouvernants sont plus riches que l'État. Dans tous les pays du monde, l'État, toujours, c'est lui qui a les moyens les plus importants pour résoudre. Mais ici, on a changé les paradigmes dans tout, depuis l'Égypte antique, la Grèce antique, on considère que la politique doit être un apostolat, un service. Mais nous sommes l'un des rares pays où les quelques rares millionnaires que nous comptons, c'est soit qu'on est ministre en fonction, soit qu'on est mandataire ou ancien mandataire. Alors que dans tous les pays du monde, qui sont les riches? Ce sont les entrepreneurs. Mais ici, on a changé les choses. La politique a cessé d'être un service, la politique devient ainsi de prédation, ainsi un véritable pandémonium où vraiment il n'y a rien qui puisse faire changer les choses, parce que les gens qui y viennent, c'est la poule douce, il y aura plus plein de poches. Et là, pour changer les choses, il faut commencer par guérir l'homme politique, parce que la RDC est malade, ses dirigeants. Tant qu'on n'aura pas de dirigeants. Mais vous avez parlé de l'augmentation substantielle du budget. Mais le problème, c'est que l'État de Mobutu et de Laurent Désiré Kabila, quand on vote le budget de 500 millions, de 400 millions, de 1 milliard, et donc on savait faire une bonne répartition. C'est ça, parce qu'on parlait de la redistribution sociale, vous parlez de la justice sociale, c'est au travers du budget. Mais qu'est-ce qui était alloué au gouvernement et qu'est-ce qui était réservé à la masse ouvrière et aux fonctionnaires? C'est ça, ce niveau-là. Mais c'est à ce niveau-là que pêche. Aujourd'hui, les gens ont tendance à donner beaucoup plus de moyens aux dirigeants et abandonner ceux qui participent à la création de ces richesses. C'est à ce niveau-là. S'il faut que la politique redevienne un apostolat, un service, et là on va changer les choses. Aujourd'hui, et puis le budget, ne l'oublions pas, c'est un tableau prévisionnel. Un tableau prévisionnel. On parle aujourd'hui théoriquement c'est 18 milliards. Et je vois, et dans les projets, ils notent que 30% de ce budget proviendrait des appuis budgétaires extérieurs. Alors que tous, vous et moi, nous savons que chaque fois que, même si on est en programme avec le président de la même si on est en relation avec les clubs de Londres, de Paris et de Kinshasa, très souvent, ceux qui promettent ne tiennent toujours pas parole. Et donc, si nous comptons, et aujourd'hui on a changé la carrière, que non, les gros, ce sera des ressources propres. Bon. Et que 30% proviendrait de l'extérieur. Mais il faut noter, c'est quoi, quelle est la hauteur de la pression fiscale? C'est-à-dire les montants des recettes publiques qui peuvent être mobilisés à l'interne, exprimés en pourcentage par rapport au PIB, c'est 14%. Le PIB aujourd'hui, le PIB à 72 milliards de dollars. 14% de 72 milliards, c'est moins de 10 milliards de dollars. Donc, à ressources propres, on aura mobilisé 10 milliards de dollars. Et que le reste, les 18 milliards, ça sera les appuis budgétaires de l'extérieur et aussi, on ne le dit pas assez, la dette intérieure. On va recourir au financement intérieur, au financement externe, mais dans le pays. Et tout ça, maintenant, quand on va voir maintenant dans le fonctionnement, pourquoi on n'arrive pas à mettre définitivement
des barèmes? Pourquoi il n'y a pas une bonne politique salariale? Pourquoi il n'y a pas d'attention salariale? Pour qu'on sache définitivement les premiers des Congolais, combien touchent les présidents? Pourquoi les présidents de la République, la Première ministre, les ministres? Il faut que ce soit clair parce que l'argent là, ce n'est pas l'argent des dirigeants, c'est l'argent du peuple congolais. Il faut qu'on sache définitivement combien touche un ministre, combien touche un président de la République, combien touche un Premier ministre et combien touche les derniers de la fonction publique. Pourquoi ça doit être un secret? Parce qu'à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il s'est touché 1500 $. Est-ce qu'aujourd'hui, lui, c'est peut dire que moi, je touche 10 000 $? Et Laurent, c'était 1500 $. C'était difficilement, oui, payable. Théoriquement, les ministres touchent, oui, tu as 10 000 $. Mais en réalité, on a les 50 000. Plus de 50 000 ou 100 000 $. Donc, c'est à ce niveau-là. Si on vient en politique pour s'embourgeoiser, c'est ainsi que ça crée un peu de problèmes, de déséquilibres. Bon, est-ce que vraiment le Parlement peut refaire les budgets dans le sens que je rééquilibre et je donne le moyen à la population, à tous ceux qui font des grèves, tous ceux qui crient, en fonctionnant sur les grandes sommes des institutions politiques? Est-ce qu'il en a le pouvoir d'attaque autorité budgétaire? Il a le pouvoir quand il fait ses arbitrages. Mais le problème, c'est dans l'exécution. Parce que quand on parle de budget, il y a l'élaboration. Budget élaboré par le gouvernement, adopté par le Parlement, promulgué par le président de la République, et puis mis au ministre du budget, promulgué et publié par les journaux. C'est parce qu'il y a une loi. C'est une loi. Mais le problème est maintenant, quand le gouvernement qui est censé exécuter cette loi, mais c'est à ce niveau-là. Combien de fois vous avez un million? Parce qu'avec la réduction des comptes aussi, la chaîne de dépenses, parce que quand vous engagez, vous êtes de la RTNC, le ministère de la Communication engage, parce qu'il y a des crédits. Mais ça doit arriver au ministre du budget, qui doit faire la liquidation. Et quand la liquidation est faite, mais il faut que le ministre des Finances maintenant ordonnance, et il va maintenant commencer à spéculer sur la qualité des dépenses. Est-ce que c'est opportun ou ce n'est pas opportun? C'est comme ça qu'il y a des ministères qui ont des crédits qui ont été votés au Parlement, mais qui ne jouissent pas. Parce que le problème, ce n'est pas le budget. Le Parlement peut bien voter, peut rééquilibrer, faire des coupes pour prendre un peu de ces ministères et allouer à tel ministère. Mais qui va exécuter? C'est encore le gouvernement. Et là, et maintenant le gouvernement, mais maintenant s'il y a des fautes, parce que c'est combien de fautes de gestion, mais le Parlement qui est censé interpeller le gouvernement ou les ministres ne le font pas parce qu'aujourd'hui le Parlement est devenu comme une caisse de résonance. Et parce qu'il redoute le gouvernement et il croit que s'ils interpellent le gouvernement, ils interpellent les ministres, on va les priver de tout ce qu'ils gagnent comme cet appel invisible. Oui, et malgré ça, ils se plaignent comme nous tous lors de la reddition des comptes que rien n'est respecté et aucun ministre n'est arrêté, ni les finances ni du budget. C'est encore, je crois, quelqu'un avait même dit que la justice est malade. Moi, je dis que la justice est moribonde. On attend que son certificat de décès. Parce que dans un pays, même la Bible nous le dit, c'est la justice qui élève une nation. La justice est là pour essayer de défendre les faibles. Et les faibles ici, c'est la population. Mais si les bourreaux qui sont les dirigeants ne sont pas inquiétés, si on érige l'immunité à mode de gestion, si la sanction n'est opérée que contre les faibles, et que les dignitaires du pouvoir, du régime, que les dirigeants ne sont pas inquiétés, ne redoutent pas la justice, et que les magistrats sont devenus presque les garçons de course des ministres. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de bon? Donc, il faut à ce niveau-là, il faut que l'indépendance des judiciaires devienne factuelle et non virtuelle, comme c'est le cas. Donc, mais aussi, il faut aussi que l'Assemblée nationale récupère cette prérogative de sanctionner. Parce que quand ça ne sert à rien de se plaindre comme nous, parce qu'ils ont quand même le pouvoir. L'Assemblée nationale a la sanction politique. Mais ça ne suffit pas. Si quelqu'un a détourné des millions, vous votez une motion, on la voit en prison. La prison, ce n'est pas l'Assemblée nationale.
Maintenant, c'est le ministère public, c'est le pouvoir judiciaire qui doit prendre le dossier et instruire de manière à traquer ces délinquants financiers. C'est ça tout le problème. Or, dans les cas où nous en sommes, ils se protègent entre eux. C'est-à-dire, les parlementaires n'interpellent pas les ministres, et même s'il est interpellé, et il les met à disposition de la justice, il y a encore une sorte de complicité abjecte entre eux. Il y a des privilèges inutiles qui empêchent le pays de fonctionner. Alors, professeur Omeyonga, la logique serait quoi? Que le Parlement qui a travaillé, qui est en train d'essuyer, de transpirer pour rééquilibrer ce budget, qui va passer au Sénat et va revenir peut-être en commission paritaire, finalement il sera adopté, publié, que cette loi soit respectée dès qu'elle est sortie au journal officiel. Il ne faut pas que le ministre s'en amuse. Alors, il ne faut pas que cela soit comme un jeu et l'année prochaine on reprend le même système, on reprend la même chose et on recommence. Sinon ça ne sert à rien. Donc, comme vous avez dit, il faut que cette fois-ci, que le Parlement comprenne et dise au gouvernement que les blagues là doivent cesser parce que le temps qu'ils perdent là, ce n'est pas pour s'amuser. Sinon, nous allons faire un cercle vicieux, 10 ans, 15 ans, on prend les mêmes et on recommence et on se plaint de la même façon. Donc il faut que désormais les budgets au Congo aient un sens parce qu'on travaille, il y a les gens qui perdent le temps, on va réfléchir, mais il faut que ça aboutisse à quelque chose et ça change la condition de vie du peuple congolais. Mais il y a combien de fois même les budgets précédents ici, les budgets en cours, mais il y a la loi des finances publiques, oui, qui dispose que quand est-ce qu'on peut recourir aux dépenses exceptionnelles, aux dépenses d'urgence. Mais ici, on a vu, même pour les dépenses courantes, mais en mode d'urgence. Tout ça, en violation flagrante des dispositions pertinentes de la loi des finances publiques. Donc, c'est ça aussi le problème. Parce que le Parlement a un technicien, le plus aguerri, c'est la Cour des comptes, qui est censé vérifier les fonctions budgétaires de ce qui a été voté au Parlement. Et même s'il y a la révision des comptes, même s'il y a ces rapports de la Cour des comptes, mais il appartient maintenant au Parlement de vraiment actionner et mettre ces délinquants financiers à la justice et pour qu'ils répondent de leurs actes, de leurs fautes de gestion. Ailleurs, quand il y a des fautes de gestion, on les sanctionne. Mais ici, on a comme l'impression que c'est le laxisme qui est devenu presque un mode de gestion et que l'impunité, je ne sais pas comment, quand il y a impunité, donc les gens ne recourent plus à la justice et ils vont continuer à piller, à voler. Nous sommes même payés à scandale financier. Chaque jour qu'on se répète, peut-être pendant que nous tournons cette émission. Il y a déjà un scandale. Il y a un scandale financier. Et ce qui est révoltant est que non seulement que ça n'aimait pas les dirigeants, ça n'aimait non plus la population. On est habitué. Commence à trouver normal. C'est vrai quand on apprend qu'il y a un ministre à détourner 10 millions de dollars. C'est normal. C'est normal. Alors qu'ailleurs, ça devrait être un tollé populaire d'abord. Donc il faut, à ce niveau-là, c'est pourquoi dans ce cadre-là, la Fondation Ndonga Nico, la FOMENIC, s'engage pour essayer de réveiller et construire la conscience nationale afin qu'il y ait un engagement citoyen de la population et pour que la redevabilité dont on parle par rapport à la gouvernance intègre devienne une réalité. Il faut que les dirigeants, de temps en temps, intègrent dans leur gestion, et dans la pratique politique la notion de redevabilité. Donc ils doivent savoir qu'ils ne sont que des dirigeants, des véritables propriétaires, c'est la population congolaise et ils doivent rendre compte. Ok, professeur Omeyonga, la vie dure à Kinshasa, la cherté de la vie. Autrefois, nous avons fait une émission où le gouvernement avait promis d'agir sur les importateurs pour que l'on sente un mieux-être par rapport aux produits de base de première nécessité. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sentons que rien ne marche. Le poisson salé est toujours à 21 000, 22 000. La viande, les chinchards coûtent de plus en plus cher. Est-ce que ces réductions ont été faites ou bien ça traîne? Est-ce que 3 mois, ce n'est pas suffisant pour que l'on sente des effets de ces mesures que le gouvernement avait prises autrefois?
Non, non, on a fait avec lui une émission ici, mais il n'était pas favorable à ces mesures cosmétiques. Moi, je pense que c'est assez ridicule. Comment un peuple qui a une merveille agricole, aujourd'hui, toutes les études montrent que nous avons 80 millions de terres arables, 40 millions de terres. Mais comment on ne peut pas? Il y a par exemple la farine. Quelle est la durée de maturation de maïs? Au bout de 6 mois, on appelle le maïs. Mais pourquoi on ne met pas, alors que nous dépensons plus d'1,5 milliard pour importer des déchets alimentaires qui nous causent des maladies cardiovasculaires? Alors que nous avons intérêt, ici, au Congo central, de Bandundu, à engager avec encore un autre scandale de ce qu'on appelle le Kangaloo. Est-ce que, parce qu'on a péché par le Kangaloo, parce qu'on a fauté, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer, de corriger et faire en sorte qu'il y ait réellement la production nationale? Parce que tant qu'on n'aura pas la souveraineté agricole, nous serons toujours, on n'aura pas résolu la situation vivante. Parce que quelle demande le peuple? C'est d'abord les besoins sociaux de base. Le Congolais a besoin de manger, a besoin de se faire soigner, a besoin de scolariser ses enfants. C'est tout ce que les Congolais demandent. Et or, ça, c'est à la portée des dirigeants. Et ce qui manque, c'est la volonté. Parce qu'au lieu de 1 milliard d'importations, mettez 1 milliard autour de Kinshasa, on a le maïs en grande quantité, même les poissons là, ils mettent partout dans nos fleuves et rivières. Et nous continuons à attendre qu'on nous importe les poissons salés, qu'on viendra vendre à moins de 10 000, alors que nous pouvons pêcher des poissons frais que les gens devaient manger. Nous sommes monontiques toujours. Mais là, les Congolais ne commencent plus à croire à ce qu'on dit. Parce qu'on dit que nous avons des lacs les plus poissonnés du monde. Nous, il y a des poissons même qui meurent de vieillesse. Mais pourquoi nous devons continuer à importer des céciales qui, en réalité, sont des poissons à valeur nutritive nulle? Alors que nous avons intérêt à avoir des bateaux de pêche ici et pour remplir des chambres de froide avec des poissons bio, au lieu de nous amener tous ces poissons et viandes transgéniques qui nous causent de la maladie. On a la vocation, et il y a même une étude qui a été menée qu'avec notre potentiel agricole, nous sommes capables de nourrir les tiers de l'humanité. Et rendez-vous, qu'est-ce que ça va rapporter comme richesse? Ça va améliorer même notre PIB chétif direct. Alors que, et même les budgets, on parle de 18 milliards. Mais quand on parle de 18 milliards, moi, j'ai ma mort. À côté ici, un petit pays, l'Angola, son projet de budget, j'ai vu, c'est 38 milliards de dollars. Alors que l'Angola, c'est le tiers de la population angolaise et le tiers de la population congolaise. Et même si on regarde les potentialités qui regorgent l'Angola par rapport à celles de la RDC, nous sommes de loin supérieurs. Donc, c'est pour vous dire, j'ai toujours dit, un pays potentiellement riche, c'est un pays réellement pauvre. Donc, la véritable richesse, c'est le capital humain. Ici, j'interpelle que les gouvernants investissent. S'il y a un investissement, le meilleur investissement à faire, c'est dans l'éducation. Parce que si aujourd'hui nous avons des journalistes, nous avons des médecins, c'est l'éducation. Mais quand on néglige le moniteur ou l'enseignant de l'école fondamentale, les secondaires, les plus graves, nous qui sommes professeurs des universités, si on n'y met pas assez de moyens, parce qu'il faut aujourd'hui la véritable richesse, c'est la sommation de valeur ajoutée. Et pour qu'il y ait valeur ajoutée, il faut qu'il y ait la recherche. Et la recherche, les viviers, les liés par excellence de la recherche, c'est l'université. Mais si on arrive à précariser l'université comme c'est le cas, à finir les professeurs d'université, pourquoi est-ce que comment vous attendre à un avenir meilleur? Il faut commencer, il faut renverser la tendance et changer de paradigme et considérer qu'aujourd'hui, de tous les capitaux qui existent au monde, c'est le capital humain qui est le capital le plus précieux, le plus important. Si vous voulez aller vite au développement, investissez dans l'éducation. Si vous voulez aller vite dans le développement, investissez dans l'éducation. Aussi l'éducation, et aujourd'hui les parents pauvres, aux années de l'indépendance jusqu'en Première République, les enseignants étaient des personnes choyées. Aujourd'hui, l'enseignant est au bas de la société.
on s'en moque. Même j'ai entendu l'ancien président de l'Assemblée de Kinshasa, le pasteur, il s'est moqué que les professeurs de l'université est les moins payés par rapport au régime financier. Le professeur Omeyonga, la situation est misérable pour les Congolais, même les transports. Les Congolais sortent le matin à un prix et ils reviennent le soir dans le même trajet avec un prix triplé. Qui est vraiment absent pour qu'on en arrive à ce niveau-là? Qui manque dans la chaîne pour que tout redevienne normal, même sur le plan de la circulation? D'abord, il y a un problème de planification. Moi, je me demande, je pose toujours une question, pourquoi on a un ministère de plan? Et quand vous regardez il y a 30 ans, 40 ans ici, quelle a été la population qui nous reste? Et à cette époque, il y a 40 ans, on avait au moins 4 sociétés de transport. Combien? Mais aujourd'hui, parce qu'il faut, quand on planifie, aujourd'hui on dit que d'ici 2050, nous serons à 200 millions d'habitants. C'est maintenant qu'il faut préparer. Il ne faut pas attendre 2050 pour réagir. Nous subissons. Un homme politique, un homme intelligent doit anticiper les choses, doit planifier. Aujourd'hui, le problème de circulation pose problème. Non seulement qu'il n'y a pas de sociétés de transport, mais les routes sont dans un état de calamité. On parle de la route. Je sais bien que ça devient une réalité parce que nous sommes spécialisés dans des pieds ou alors même c'est de local, si elle sera construite, est-ce que ça va tenir compte des normes? Nous avons des routes qui ont été construites il y a 2 ans ici, mais qui sont dans un état vraiment délabré. Le problème c'est ça, la norme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a pas? Je pense qu'il y en a une structure technique qui essaie de faire la contre-expertise par rapport quand les constructeurs verront l'ouvrage. On doit tester pour vérifier si cet ouvrage, cette route répond aux normes. Nous, on analyse tout. C'est ça le problème. Ici, on analyse tout et tout le monde a un chapitre. Et c'est ainsi que même, peut-être on va dire un mot, même si la révision, même les quadros, tout le monde parle. C'est des questions qui sont techniques, qui relèvent des mérites, mais qui, malheureusement, je n'ai rien contre les quadros ou les tireurs de vin de Pâques, mais il faut que chacun fasse son job. Maintenant, ici, pour ne pas ignorer la question, les routes, voilà, ils ont pris une décision encore, je dirais, je voulais même dire un mot là idiote, mais je crois que ce n'est pas très différent de ça. Mais on parle de sens unique. Mais est-ce que ça a résolu la résolution? Quand on a pris la décision et qu'on trouve que la décision est inopérante ou crée encore des solutions, on abandonne. On abandonne des choses. Commettre une erreur, nous tous nous commettons des erreurs. Mais ce qui est grave, c'est que diabolise, c'est quand on persévère dans l'erreur. Créons, commettons de nouvelles erreurs. On ne peut pas continuer à commettre les mêmes erreurs. Là, ça devient comme ça inquiète. Oui, mais professeur, nous sommes à Kinshasa ici. Est-ce que l'hôtel de ville est mort pour que les chauffeurs deviennent les maîtres des terrains dans ce qui concerne les transports? Ils se fixent les transports, les prix du trajet et eux sont maîtres du système. Où est l'autorité provinciale? Non, je vais bien. Et l'autorité urbaine, est-ce que l'hôtel de ville a une société de transport? Mais pour réguler, il faut avoir. Est-ce que pour réguler le transport, il faut avoir une société de transport? Il faut que l'État ait encore quelques sociétés de transport. Parce que vous n'allez pas toujours prendre des décisions. Toutes les décisions ici, toutes les décisions d'imposition ont très de chances d'être appliquées. Mais quand on met des sociétés de transport, il y aura concurrence. L'autorité urbaine ne viendra même pas réguler les transports. Parce qu'il y aura tellement, s'il y a des bus à un prix abordable, mais qui est ce client qui va abandonner un bus de 500 francs pour aller payer 1000 francs? Je veux bien. Et c'est bien que la régulation, nous sommes dans l'économie du marché, mais la question de l'énergie et des transports relève de l'autorité urbaine. Mais l'autorité urbaine, c'est bien beau, il peut prendre des décisions. Mais tant qu'on n'aura pas, quand il y aura toujours ce déficit entre l'offre et la demande, il y aura toujours des dérapages. Je n'encourage pas tous ces chauffeurs ou taximens qui ne respectent pas, parce que moi-même, je suis républicain, je suis légaliste, mais au-delà de toutes ces mesures cosmétiques, moi je pense que
il est temps qu'on prenne des décisions idoines. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre une décision s'il n'a pas analysé la faisabilité de ces décisions. Cette décision que l'autorité urbaine a prise. Mais qu'est-ce qu'il a pris sur le terrain? Sur le terrain. Est-ce qu'on n'a pas encore, qu'est-ce qu'ils attendent pour faire déjà l'évaluation ou le monitoring, pour se rassurer que la décision qui a été prise à partir de 15 sens uniques, est-ce que ça porte le fruit? Parce qu'on prend des décisions pour qui? On ne prend pas de décision pour soi-même. On prend des décisions pour ses administrés. Est-ce que les clients sont satisfaits de la décision prise par l'autorité? Est-ce que la question de l'embouteillage, c'est d'abord une question d'améliorer, on ne demande même pas de construire de nouvelles routes, réparer d'abord les routes qui existent, de manière à ce que la mobilité des routes secondaires, il n'y en a pas. Ok, professeur, sur ce point-là, nous avons encore des choses à faire parce que cette mobilité devient de plus en plus difficile à Kinshasa. Il y a des gens qui ne savent même plus où aller, parce que même des rendez-vous importants, des projets de travail sont reportés par rapport à ces difficultés. Alors, pour le dernier point qui agite le Congolais, c'est le changement ou la révision constitutionnelle. Le président Félix Tshisekedi avait promis de mettre en 2025 une commission multidisciplinaire pour réfléchir sur l'avenir du Congo par rapport à sa constitution. Pourquoi est-ce que cela doit agiter les uns et les autres? Non, ça doit agiter parce que, vous savez, chers collègues, l'opportunité de cette commission et de cette réflexion, on ne peut pas interroger de réfléchir. Mais maintenant, la question aujourd'hui, je dois vous dire qu'il y a des types de constitutions. Il y a des constitutions rigides, comme la constitution des États-Unis, qui a pris presque des siècles. Il y a une constitution souple, comme la nôtre. Mais d'abord, la révision, elle est constitutionnelle. Mais le changement de la constitution, elle est anticonstitutionnelle. On ne peut pas imaginer, parce que les institutions ici de cette constitution, comment ils peuvent remettre, ils ne peuvent pas se préparer les propres petites, ils ne peuvent pas remettre en cause, ils ne peuvent pas scier si l'arbre sur lequel ils sont assis. Mais la révision, quelle est l'opportunité? On avait fait la révision en 2012. Mais c'était 5 ans après. C'était 5 ans après. J'ai dit, ils ont dit, non, pour des raisons budgétaires, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant que, par exemple, au Nigeria, ils sont à 100 millions d'électeurs, oui, à 100 millions d'électeurs, mais ils ont dépensé presque 600 millions de dollars pour organiser les élections. Mais nous, on est à 33 millions, nous dépensons plus d'1 milliard. Donc, vous voyez que la raison évoquée autrefois ne tient pas là. Aujourd'hui, pourquoi ça agit tous les gens? C'est parce qu'il y a, et puis, parler de la révision constitutionnelle, c'est une question qui est réglée par la Constitution. Quand vous révisez, vous faites la lecture combinée de l'article 218, 219 et 220, vous comprenez la pertinence et l'opportunité d'une révision constitutionnelle. En ces jours, pour réviser, c'est vrai, il y a 4 personnes, 4 organes qui sont prêts pour initier la révision, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, et même 100 000 Congolais qui signent une pétition pour la révision. Mais quand est-ce qu'on peut réviser? On dit qu'on ne peut pas procéder à la révision si on est dans un état de siège ou si on est en guerre. Alors, à moins qu'on soit cynique, qu'on soit tous frappés, je ne sais pas, dans l'esprit collectif, rétrograde, pour qu'on ignore que nous sommes en guerre. Parce que nous sommes la guerre la plus meurtrière du monde. Mais pendant ce temps, la Constitution nous dit que quand vous êtes en guerre, il ne faut même pas envisager, il ne faut pas envisager la guerre. Quand le président est empêché ou le Parlement, on ne peut pas envisager. Quand on est dans un état de siège, mais est-ce que. Voilà la question. Maintenant, pourquoi ça agit pour les gens? C'est parce qu'on sait que le président en place, il est à son deuxième et dernier mandat. Oui, mais où est le problème? Alors, mais est-ce qu'il ne peut pas réfléchir sur l'avenir? Il ne peut pas réfléchir sur l'avenir. Non, traitons d'abord, avant de réfléchir sur l'avenir, résolvons d'abord les questions actuelles. Oui, mais est-ce que la Constitution, après aujourd'hui, est-ce que la Constitution devient un gros d'étranglement pour l'amélioration des conditions de vie de la population? Non, mais le président. En quoi et quels sont les points qu'il estime que s'il voit ces points-là sont touchés, ça va résoudre la question?
On parle d'abord de la situation sociale. Est-ce que la Constitution empêche de régler les défis sociaux? Non. Mais alors, un homme politique, sa finalité, c'est le bien-être social, collectif, individuel. Est-ce qu'aujourd'hui, la Constitution telle qu'elle a été élaborée, telle qu'elle fonctionne, empêche le gouvernement actuel de rencontrer les préoccupations soulevées par la population? Non, mais diriger, c'est aussi prévoir. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens réfléchissent? C'est quoi? Nous avons déjà connu. Quels sont les défis? Nous avons connu bientôt 20 ans de cette constitution. Là n'est pas de problème. Nous connaissons les défis. On n'a pas dit que quand la constitution a fait 20 ans, il faut la réviser. On révise quand il y a des défis. Nous avons mis ensemble un modèle de cette constitution pour que nous ayons des présidents mieux élus après 2 tours d'élection. Mais Kabila, avec le PPR, des 5 ans après, ils ont effacé ça. Et maintenant, nous admirons les élections comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait en France. Mais nous refusons le bonheur de faire des élections à notre rythme. Pourquoi est-ce que Kabila et son équipe avaient révisé la Constitution en 2021, en 2011, réduisant d'un tour en 2 tours, faisant des ministres et des députés des citoyens éternels? Quand un député quitte le Parlement, il doit revenir. Et pourquoi on a mis des suppléants? Ils ont désactionné l'esprit de la Constitution de 2016, de 2006. Pourquoi vous voulez que 20 ans après, nous soyons toujours dans cette sorte de bancalisation, donc une constitution bancale qui a été totalement vidée de son sens, où les gens s'éternisent, les ministres peuvent quitter, ils reviennent, les députés même, on peut être élu président à 20%. Alors que nous avions besoin que les candidats, les leaders s'expriment sur la vision du Congo pleinement. On a déjà faussé beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette constitution qui posent problème. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur ça pour dire que non, après 2028, 2029, voici ce qu'on va faire? Pourquoi nous refusons la réflexion sur l'avenir du Congo? Qui nous empêche? En 2018, oui, quand l'actuel président était dans l'opposition, il n'avait pas vu persécuter ces défis. Non, parce qu'aujourd'hui, hier, on pouvait dire que les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui, les paroles restent grâce à l'Internet. Lui, il était farouchement opposé à la rupture constitutionnelle. Donc, pour décider. Oui, attendez. Cette question-là, on avait évoqué William de Kabila. Il a passé outre. On a mis un tour à 2 tours. Oui. Et maintenant, quand lui, il est venu compétir, déjà au premier. Il avait promis de refaire la constitution. Même si quelqu'un avait déjà dit si je suis élu, il faut revenir, il faut revoir cette constitution. Oui. Et que vous pensez que la commission qui est mise en place. Non, la commission n'est pas. Non, la section qui est en place. Non, c'est pour la 2027, ce n'est pas loin. 2027, c'est dans 2 mois. Oui. C'est que cette commission, on voulait souffler que c'est pour qu'on revienne en 2 tours. Non, on va réfléchir sur les bases. Pendant ce temps, il y a des politiques. Oui, il y a des gens qui plaident pour le changement de la constitution. Oui, mais est-ce que ce n'est pas exclu? Qui doit changer de constitution? N'est-ce pas nous-mêmes? Qui doit changer la constitution du Congo? N'est-ce pas les Congolais eux-mêmes? Mais pour quelle. Non, mais ils changent. On se met ensemble, nous définissons la vision du Congo. Où est le problème? On ne peut pas définir la vision du Congo ensemble et lui donner un texte qui correspond. Que vous soyez de gauche ou de droite, attendez, que vous soyez de gauche et de droite, voici ce que nous voulons de notre Congo. On le dit ensemble. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que le Congo. C'est la constitution qui empêche les choses de changer. Il y a des gens. Non, oui. Vous avez posé. Vous avez posé un certain factuel. Oui. Dites-moi quels sont les points qui empêchent au gouvernement actuel d'atteindre son programme politique. Parce que la Constitution ne l'autorise pas, ou la Constitution constitue pour lui un groupe de travail. Le Premier ministre, le président est élu en 2023. Il est investi en 2024. Son gouvernement vient 7 mois après. Vous trouvez ça normal? Donc, le président est là assis, en train de voir le pays. Attendez. Est-ce que vous trouvez normal que le Parlement puisse prendre 3 mois pour valider les mandats? Mais il faut réfléchir pour que nous puissions réduire le mandat et avancer. Oui. Parce que vous revenez tout le temps, beaucoup de gens disent qu'on a mis beaucoup de temps pour mettre le gouvernement. Oui. Qui est la constitution? Les présidents nomment les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire. Mais ce Parlement ici, à
à 400, au moins 400 députés nationaux sont ce qu'ils appellent l'Union sacrée. Union sacrée de la nation. Mais vous voulez quelle majorité encore? Non, il fallait combien de temps pour identifier ça? Il fallait combien de temps? On a mis est-ce qu'on identifie c'est à l'issue des élections? Non, mais il faut que le Parlement soit investi et que le Parlement procède à l'identification. C'est le Parlement qui procède. On va identifier comment? Mais on va identifier parce qu'il y a des fonds officiels. Aux élections, oui. On sait que tel est de la majorité, tel n'est pas de. Est-ce que ça demande, est-ce que même les derniers Congolais savent que bien que nous savons que ces résultats ont été fabriqués, que le Parlement qui est là, c'est un Parlement monocolore. Oui, mais alors, est-ce qu'on a su mettre 3 mois, 4 mois pour voir et constater qu'ils sont avec nous? Parce que l'Union sacrée. Mais qui a eu le plus de députés? Mais qui a été proclamé président? C'est l'Union sacrée. Et l'Union sacrée a 400 députés. Vous cherchez encore quelle majorité? L'Union sacrée a eu la majorité dans le. Quand est-ce qu'on a déclaré les 400 députés de l'Union sacrée? N'est-ce pas après l'installation du Parlement qui a pris combien de temps? Et le Parlement a pris combien de temps pour le faire? 3 mois. Est-ce que ça, il faut réviser la Constitution? Mais est-ce que ces normalités peuvent être 4 mois? C'est la Constitution qui dit qu'il faut faire 4 mois. Alors, ces attitudes-là, nous avons une. Non, attends. Non, la Constitution ne peut pas de. Non, la Constitution. La Constitution a dit quoi? La loi pour la loi. Est-ce que la Constitution dit seulement qu'il nomme au sein de la majorité parlementaire? Mais quelle est la procédure? Il faut que le Parlement soit convoqué, il faut qu'on identifie cette majorité. Oui, mais c'est la loi, vous allez faire il faut identifier la majorité au cas où elle n'est pas. Tout ça, on peut supprimer ça, on dit dès que le président est élu, il nomme le premier ministre, c'est fini. Et on revient la question. On revient la question. Pour les cas figés. Non, les erreurs. Vous pouvez comprendre pour le premier mandat, où il n'avait pas totalement la majorité. Mais là, il a 400 députés. Est-ce que pourquoi il a mis 7 mois pour désigner le premier ministre? Mais vous connaissez la procédure de désigner un informateur qui a pris 60 mois. On désigne un informateur s'il n'y a pas la majorité. Mais bon, c'est comment ils ont su qu'il la majorité, on l'a dit. Non, comment ils ont su qu'il n'y a pas de majorité? Mais c'est pas de quoi il a pu désigner un informateur. C'est parce qu'il n'y avait pas de majorité. Comment il a su? Mais exactement, dès que lui de. Mais la loi vous dit, vous savez, hier la loi, et la lettre inspirée. Oui. On vous dit que vous nommez, c'est quand on a constaté qu'il n'y a pas de majorité. Oui. Est-ce qu'il a constaté comment? Mais pourquoi on arrive à nommer J'ai dit, pour nommer un. Mais là, il n'avait pas parce qu'il fallait que ces gens aillent se faire identifier. Il a trouvé comment? Parce qu'ils sont partis, prenons-lui des. On ne parle pas des partis. Non, pas de la majorité parlementaire. Non, mais la majorité, qui l'a désigné? Parce que la majorité doit être formelle. Elle doit être formelle. Elle doit être formelle. La majorité, c'est quoi? Ça peut être votre parti. Oui. Ça peut être les partis qui se reconnaissent dans votre vision. Exactement. Ça peut être les partis qui soutiennent les gouvernements. Exactement. Mais le législateur a été très brillant et souple. Il n'a pas parlé. Il faut nommer le premier ministre au sein du parti majoritaire. Non, au sein de la majorité parlementaire. Or, le Parlement est à 80%. À 90% monocolore. Oui, mais vous voulez constater que le mandat. Mais on a constaté exactement après avoir validé le mandat des députés. Non. Mais il faut que l'on constate. La politique, c'est aussi l'éthique. C'est l'éthique, oui. Je ne peux pas comprendre. Alors que nous savons tous ceux qui ont accompagné le président. Mais c'est qu'ils sont de l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Et l'Union sacrée a eu, bien que la plupart sont venus par effraction, par des jeux de passe-passe, des combinats, mais au moins, ils ont la majorité. Ils ont cette majorité-là factice. Mais il va encore demander, il va encore rechercher la majorité. Parce que c'est même pas 500 députés. Ils sont à 400 députés. Et vous en avez déjà 400. De là, il faut chercher c'est comme si quelqu'un qui prend sa lampe en train de chercher pendant le soleil, alors que le soleil, tout le monde sait, tout le monde se reconnaît. Il n'y a pas une fois qu'il n'y a pas un parti qui s'est dit que non, après l'élection, je suis plus l'Union sacrée. Après l'élection, je veux dans l'opposition. Personne, vous allez constater quoi?
Parce que tous ceux-là, ils sont de l'union sacrée, ils se reconnaissent de l'union sacrée, et ils appuient le gouvernement, ils appuient la majorité présidentielle. Donc vous allez chercher encore quelle majorité. Alors sur le plan légal, le président devait constater comment? C'est non parce que les gens ont dit je suis devenu. Mais il faut constater ça sur le plan légal. Mais comment il a constaté qu'il n'y a pas de Mais parce que le Parlement a été installé, il devait valider les mandats. La loi dit ceci. C'est quand on constate, c'est-à-dire on constate qu'il n'y a pas. Mais malgré que le mandat était valide, mais pourquoi il a désigné un informateur? Mais c'est pour aller constater exactement sa majorité. Parce que c'est le Parlement qui constate. Le Parlement valide. Après le Parlement valide. Et chacun déclare si la majorité de l'opposition. Exactement. Alors pourquoi il a encore désigné l'informateur? Mais c'est pour que chacun aille confirmer. Mais les deux procédures sont dans le champ parlementaire. D'abord, valider les mandats. On ne dit pas que c'est l'informateur qui identifie la majorité parlementaire. Le Parlement a été installé et chacun s'est déclaré de l'opposition de la majorité. Mais l'informateur qui est son rôle. Mais son rôle, c'est quoi? C'est identifier la majorité. Non, mais la majorité est déjà identifiée parce que mais il faut la consolider maintenant. Parce que quand est-ce qu'on a rencontré? Il ne faut pas ajouter. C'est tout ce qui. Mais nous avions eu l'informateur et la validation. Les deux sont allés ensemble. J'ai dit ceci. Le Parlement s'est installé. Les gens se sont déclarés de l'opposition de la majorité. Mais pourquoi encore nommer? Et ceux qui se sont dit de la majorité, ils étaient à 400. Mais vous nommez encore un informateur. Pour aller faire quoi? Maintenant, il faut préciser toutes ces normes-là clairement dans une loi claire et limpide. Clair, on ne peut pas. C'est dans la Constitution. C'est pas comme même la Bible qui est assez vaste. On ne dit pas tout. On donne des grandes lignes. Quand on dit que non, il faut nommer le premier dans la majorité. La majorité est là. Vous voulez encore nommer un informateur. Et ça nous dit les gens. Vous trouvez que non, ce n'est pas un problème. Ça suffit. Vous voyez jusque-là, vous n'arrivez pas à nous dire l'opportunité. Le président a déjà évoqué plusieurs projets. Il avait dit il y a le problème du gouverneur, il y a la durée entre la formation du gouvernement, mais il y a aussi ce caractère bancal de la Constitution. Nous devons avoir un président mieux élu. Mais réfléchissons sur notre pays. Et ce n'est pas maintenant, il a dit en 2025. Et peut-être en 2027, peut-être en 2028, à la fin de son mandat. Pourquoi nous devons avoir peur de l'avenir du Congo? Non, personne n'a peur. Alors, mais garantisons à ce Congo un avenir heureux et stable. Autant la liberté d'expression est consacrée dans la Constitution, et cette liberté, elle est et pour l'opposition, et pour la majorité, et pour nous, la société savante. Donc nous devons réfléchir, mais nous ne devons pas donner l'impression, donner à l'opinion publique et internationale que nous sommes des gens qui ne réfléchissent pas et qui ne comprennent pas les choses qu'il faille faire. La Constitution à ce jour, cette Constitution, c'est une œuvre humaine. Il peut y avoir des imperfections, mais on vous dit que la guerre est là. Quand il y a guerre, au lieu de vous préoccuper à mettre sur place une Constitution, terminer d'abord la guerre, arrêter cette histoire et d'ailleurs il a été clairement démontré qu'il y a eu plus de morts pendant l'état de siège qu'il en a eu avant l'état de siège. Donc c'est ça, on peut se tromper, tout le monde peut se tromper, mais quand on se trompe, il faut se réajuster, il faut les erreurs, commettons de nouvelles erreurs, ne répétons pas les anciennes erreurs. Quand on a commis une erreur, ayons la possibilité de changer et de se réajuster et faire de bonnes choses. Là, il ne faut pas, je sais qu'on est habitué à violer, à violenter la Constitution. Mais arrêtons, à un moment, il faut qu'on arrête. Il y a la guerre dans le monde. Souvent, comme les dirigeants sont aussi acquis à 1500, 2000 km, ils croient que c'est pour vous des médias. Oh, la guerre dans l'Est. Non, la guerre au pays. C'est ça le problème. Quand vous avez la guerre dans l'Est et quelqu'un voit la distance qui nous sépare de là où se trouve la guerre, il croit que la guerre se passe ailleurs. Il faut commencer, surtout vous des médias, vous de la... parce que au moins vous appartenez aux médias publics. La propriété exclusive du peuple congolais, commencer à changer les narratifs, parler de la guerre au pays et non de la guerre dans l'Est. Parce que quand on parle de la guerre dans l'Est, c'est ainsi que les politiques en profitent pour croire que non, la guerre est vraiment éloignée du pays et que nous, on peut faire des choses. La Constitution, répéter ça, faire passer, je sais
que vous n'allez pas enlever ça. Faites passer ce message pour dire que les profs ont dit ceci. Les pays en guerre, l'état de siège est là, l'opportunité d'une éventuelle révision constitutionnelle est exclue. Ce qui doit nous préoccuper, il y a un débat intéressant qui a été mis sur la table, la cohésion nationale, pour éviter, les gens commencent à croire que l'agression n'est pas là, mais l'agression est là, et le plan de balkanisation est en marche. Et la bonne manière pour mettre fin à ce plan de balkanisation, qui a été depuis même le Lumumba de mémoire, avait déjà, parce qu'il était visionnaire. Mettons-nous, si on va se mettre dans ça pour terminer d'abord la guerre, mais vous refusez de nous mettre autour de la table sous la facilitation, la médiation des prêtres de l'église catholique et protestante pour réfléchir comment terminer la guerre. Terminons d'abord la guerre avant de travailler la Constitution qui ne nous empêche pas de gérer. Mais la guerre peut nous apporter tous. Réfléchissons, mettons d'abord une commission pour réfléchir, pour terminer la guerre. Et cette commission passe par la réunion ou l'échange entre les parties prenantes. Je vois la société politique, la société civile et la société savante que nous remettons, et c'est là, à l'issue de ces dialogues, parce que même on n'aime pas beaucoup parler de dialogue, à l'issue de ces discussions franches, nous aurons à mettre un élément qui va nous mettre ensemble et constituer ce qui est matérialisé la cohésion nationale, parce qu'un pays divisé en lui-même ne peut pas s'exister. La politique étrangère est le prolongement de la politique interne. Tant que nous serons fermes comme c'est le cas, nous allons continuer toujours à pleurnicher et à dire qu'il y a un complot contre nous. Le véritable complot, c'est entre nous-mêmes. Il faut que chacun de nous se départisse de cet égocentrisme que nous croyons, que nous considérons que la RDC est plus précieuse que toutes d'autres considérations politiques ou intellectuelles. Donc, mettons-nous ensemble pour que la RDC revive, pour que l'agression qui est rwandaise, qui reste un petit pays, et que nous, ça fait maintenant presque trois décennies, que nous sommes tenus debout de nez par un petit pays comme le Rwanda. Vous allez dire que non, derrière le Rwanda, il y a les multinationales. Mais pourquoi le Rwanda a la possibilité d'avoir ces multinationales et que nous, qui avons tout ce qui est les multinationales recherche, nous n'avons pas cette diplomatie pour attirer ces multinationales derrière nous? Donc, il n'est pas question. La question de la guerre, elle est d'abord interne. Il faut que, quand nous sommes forts de l'intérieur, on peut repousser l'ennemi jusqu'à ce dernier retranchement et l'agression ne sera qu'un souvenir lointain que nous allons abandonner. Donc, il est la question qui va aujourd'hui, c'est la question de cohésion nationale. Et la cohésion nationale passe par l'échange entre Congolais, entre toutes les parties prenantes. Je les ai cités, la société politique, la société civile et la société savante à laquelle j'appartiens. Oui, mais est-ce que je pense que ça sera une bonne occasion quand le président va convoquer la fameuse assemblée qu'on pose cette question parce que ça sera quelle assemblée? Cette assemblée je vous ai dit que cette élite là pour réfléchir sur l'avenir. Président, avant de réfléchir, nous commençons par la cohésion. Commission sur la question est inopportune. Non, ça on peut faire d'une pierre deux coups. Faire la cohésion nationale, c'est convoquer les gens, n'est-ce pas? Non, on va faire ça comme ça. Donc, on peut convoquer les gens au cours de la même commission, on pose les problèmes de la Constitution. Mais comme ça divise les gens. Non, ça divise. J'ai dit. Mais l'idée divise les gens. Parce que j'ai même appris que certains acteurs politiques ont été arrêtés pour ça. Vous voyez, quand on est un chef, quand on veut prendre une décision, il faut que cette décision rencontre la tendance générale essentielle. Aujourd'hui, vous avez suivi. L'Église a parlé, et la politique a parlé, nous, l'Église a parlé. Donc, il faut comprendre qu'il faut abandonner cette histoire-là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est terminer la guerre. Et la cohésion nationale
est une arme efficace qui nous permet de mettre fin à l'agression rwandaise. Et donc, vous pouvez continuer à réfléchir sur la Constitution. Tant que la guerre va continuer, on va balkaniser le pays et cette Constitution va s'appliquer sur quel pays. Donc, ce qui est important aujourd'hui, C'est la cohésion. la cohésion nationale. Privilégions ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est la même patrie, la RDC. Et ce qui nous divise sont des intérêts politiques et mesquins pour des positionnements et de chercher peut-être à s'éterniser au pouvoir. Or, les hommes passent, les institutions restent. Donc, la RDC, je ne sais pas si vous en avez un autre pays. Moi, je n'ai pas une nationalité. Donc, si la RDC n'existait pas, moi, je n'ai pas de ma nationalité. Donc, je suis jaloux de ma nationalité, je suis jaloux de mon pays. Et ça doit être l'approche pour tout Congolais, pour tout patriote, pour tout intellectuel. Et les médias que vous êtes, réels ces informations, il est temps que nous nous retrouvions pour baliser les chemins, pour voir l'avenir et pour faire ce qui est possible de faire pour le bonheur du Congolais. Merci beaucoup, professeur Omayonga, pour votre liberté de penser. Nous avons parlé de notre Congo, c'est le Congo, c'est votre Congo, c'est mon Congo, c'est son Congo. Finalement, c'est notre Congo. Merci pour ce temps que vous avez mis pour la République. Au revoir et à la fois prochaine. Merci, je suis toujours disposé et je voudrais que, comme vous le faites, c'est déjà bien, je voudrais que vos confrères aussi de la RDC aussi fassent les mêmes, qui donnent la parole à tout le monde. Ce pays, il faut qu'il y ait une dialectique constructive. La pensée unique a montré ses limites. On a eu l'expérience malheureuse de la Deuxième République. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui empêcher les gens de s'exprimer, encore que les droits fondamentaux de liberté sont garantis par la Constitution et les lois y afférentes. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Et vous m'avez dit, il est presque 10. Ça a pris du temps, mais ce n'est pas un problème parce qu'il fallait débattre des grandes questions de l'heure. Voyons ici combien de temps ça a fait. 10 heures déjà. Et 1 heure ici, ok, j'ai dit.